Quel sera l'avenir de la guerre? Regardez ces images. Là, on entre vraiment dans l'avenir. C'est la livraison, la production et la livraison en série de centaines de robots combattants humanoïdes chinois. Voilà, expliquez-nous le paradoxe, parce qu'on a entendu le général Mandon dire même là, dans l'avenir, il faudra aussi des hommes faits de chair et de sang, et en même temps, il y a ça. Il faudra toujours des hommes de chair et de sang. Ce que les Ukrainiens nous démontrent aujourd'hui, c'est effectivement qu'avec 3 ou peut-être 30 personnes, ils arrivent à tenir 1 kilomètre de front, ce qui était littéralement impensable il y a seulement 10 ans. Bon, et ils le font de plus en plus avec des robots. Exactement. C'est-à-dire que même vous avez des parties du front maintenant qui sont tenues par des robots. En l'occurrence des drones ou des stations de surveillance. Au sol, vous avez des mitrailleuses téléopérées avec des capteurs et qui se débrouillent toutes seules. Quoi. Sauf qu'elles se débrouillent pas. Quelquefois, ça marche pas très bien comme à Gaza. Quoi. Par exemple, à Gaza, c'était complètement robotisé tout autour et puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Voilà. Non, attention, maintenant il faut toujours... Et puis est-ce que le sens est le même? Justement, on parlait du sens. Est-ce que accepter de sacrifier des robots, voilà, mettez-vous en face. Vous dites, voilà, je suis face à une nation qui ne veut pas engager ses soldats et qui préfère envoyer des machines. En fait, c'est une nation de faibles. C'est une nation de faibles. C'est un peu le raisonnement qu'a beaucoup des groupes djihadistes, par exemple, qui disent, on nous bombarde, etc. Mais ces gens-là, ils n'osent pas venir. Ils n'osent pas envoyer des soldats au sol. Donc on est plus fort moralement, ils ont peur. Psychologiquement. Et donc ils ont peur. Alors certes, ils vont nous tuer, mais c'est pas grave. On est plus fort. Ça veut dire que le sacrifice, je recommande votre site La Voix de l'Épée, votre blog, je ne sais pas comment vous l'appelez, parce que vous expliquez pas seulement l'art de la guerre, mais disons la nécessité psychique que ça suppose. Oui, non, bien sûr, mais un soldat, c'est un être humain transformé. C'est un être humain qui est volontaire déjà, pour aller dans une zone de mort, une bulle de violence dans laquelle il aura de bonnes chances d'être tué ou d'être tué ou blessé, et le pire étant peut-être de souffrir. C'est-à-dire, on dit voilà, mourir pour la patrie, etc. Bon, c'est abstrait en réalité. Mais si on dit, écoute, est-ce que tu es prêt à être handicapé toute ta vie ou être terminer ta vie dans un asile, c'est déjà on voit déjà plus concrètement. Mais ce sont ces individus volontaires qu'on envoie dans une zone de mort pour faire des choses qui ne sont pas naturelles du tout. Tuer des gens, c'est pas naturel. Se faire tuer, aller au devant de la mort, c'est pas naturel du tout. Et donc il y a une transformation. Et là, effectivement, ces robots, ils se posent pas la question. Ils iront, mais ça n'a pas du tout la même signification. C'est pas Gérald Mandon a raison. Oui, c'est pas tout d'avoir des moyens. Il faut avoir derrière, il faut avoir une crédibilité. Dire voilà, nous on y va. On est prêt à prendre des risques. On est prêt à mourir s'il le faut. On est prêt à tuer. On est prêt à mourir s'il le faut. Si à la place on envoie des machines ou simplement que des machines, quand on utilise des machines, c'est très bien. Attention. Vous savez, dans 60% des fantassins qui sont tués en allant chercher l'ennemi. Ils ne voient jamais l'ennemi, en fait, en allant le chercher. Et donc, si on l'utilise, et on le fait maintenant, on fera de plus en plus des robots pour faire ce genre de mission, c'est mieux, incontestablement. Mais il faudra toujours. Est-ce que c'est bien ce discours sacrificiel? Parce que moi j'étais frappé dans les réactions aujourd'hui, ceux qui disent non mais c'est pas bien d'être trop sacrificiel. Il y a des moments où, rappelez-vous, c'est de la motivation. C'est pas forcément du sacrifice, mais en fait c'est pour rappeler que la guerre c'est quelque chose qui peut entraîner la mort. Non mais là c'est plus ça. C'est quand même l'idée qu'il faut être prêt à se sacrifier. Mais c'est justement ça, ça veut dire que la prendre des risques, c'est ça. Ouais, on n'est pas dans une logique de vous allez martyr. C'est pas la martyrologie. C'est pas la martyr. Cet esprit de martyr qu'on voit chez les djihadistes, c'est cette réalisation qu'on peut mourir pour quelque chose. Pour quelque chose, pour la démocratie, pour la liberté. Mais c'est pas aller Mais pardon, vous n'avez pas compris. Le doute, quand le général Mandon dit la force d'âme, c'est comme s'il y avait un léger doute sur le fait que la force d'âme existe. Nous sommes dans un pays qui a mis dans sa constitution le principe de précaution.
À partir du moment où vous mettez dans la Constitution le principe de précaution, vous détruisez la valeur du risque. Or, il faut savoir prendre des risques. Et dans ces moments-là, il faut accepter le risque. Accepter le risque, c'est un état d'esprit. Cet état d'esprit, c'est la force d'âme. On accepte le risque pour quelque chose qui est plus grand que soi. Pour l'autre, pour aller chercher parce qu'il est dans la peine, parce qu'il affronte pour son pays, parce que son pays, c'est la collectivité des gens qu'on aime et c'est les valeurs qu'il représente. C'est ça, c'est le risque. Et là, on va prendre le risque. Est-ce qu'on l'a gardé même homme, d'ailleurs, Est-ce qu'on l'a gardé Pardon, rappelez-vous, en 1940, il y a un certain nombre de chroniqueurs, d'ailleurs de droite ou de gauche, qui disaient les Français n'avaient plus assez envie de se battre. C'est pas vrai. Les Français ont perdu plus de gens en 1940 que pendant la guerre de 14. Ils se sont bien, tout à fait initiale. Ils se sont bien battus, parce qu'il y a eu 80 000 morts, ils se sont vraiment battus, ils ont été battus, mais les Français se sont bien battus, il n'y a aucun doute là-dessus. Ceci dit, c'est vrai que la combativité, moi j'ai un oncle qui était lieutenant d'artillerie, et on lui apprend, et donc il dirigeait plusieurs batteries, on lui dit à un moment, mon lieutenant, la radio ne marche plus, alors il va voir, il répare la radio, etc. Puis il allait revenir dans son poste de commandement, et là le sergent lui dit, à propos mon lieutenant, on a vu les Allemands, c'était fin avril, début mai 40. Il dit, mais vous leur avez pas tiré dessus, vous avez... votre mousqueton, là, vous avez vu des marrons? Oui, ils sont venus en motocyclette, ils ont fait le tour de l'église, là, et puis ils sont partis. Mais mon oncle leur dit, mais attendez, vous leur avez pas tiré dessus, vous avez votre mousqueton. Ah bon, mon lieutenant, fallait leur tirer dessus? Ah oui. Voilà. C'est quand même, non, ça, il m'a raconté cette histoire, on a quand même bien compris que, non, la combativité du Français en mai 40 n'est évidemment pas celle du soldat de la bataille de la Marne. Là, c'est tout à fait évident. La bataille de la Marne n'avait pas connu la guerre de 70, alors que le soldat de la guerre de 40 Son père avait connu la guerre de 14. Non, mais pour revenir un peu à ce que disait l'amiral, quand je reviens de Sarajevo, donc avec compagnie, on avait les Français à Sarajevo, quand on y était, il y a eu 2 morts, 60 blessés, enfin c'était violent. Mon capitaine avait été abattu, il y avait tout un... Et donc arrive la compagnie, puis là je vois arriver une jeune femme civile qui arrive, et je suis responsable hygiène sécurité du régiment, c'est un poste qui vient d'être créé. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les postes à risque dans votre unité? Donc là, je choc de culture. L'administration. Par principe. Et évidemment, les soldats, par principe, c'est un poste à risque. Et là, je me dis, oui, il y a quelque chose qui va pas bien, quoi. Et au passage, pendant cette mission, j'avais un jour, on avait fait une mission, un de mes caporaux-chefs, qui s'appelait Elani Mokhtar, et a fait des trucs très courageux, quoi, et avec ses marsouins, avec ses soldats. Et après, je dis, écoute, moi, c'était courageux, quoi. Et il m'a dit, mais moi, je m'appelle Elani Mokhtar. Quand je suis en tenue civile, je suis chez moi, je suis rien, je suis que dalle, je me fais contrôler par les flics, je suis rien. J'arrive au régiment, je suis le caporal-chef Mokhtar, je suis marsouin, je suis l'infanterie de marine, j'ai des médailles, on me salue. Ici, je suis quelqu'un d'important. Donc le régiment, le corps me donne une part de son prestige. Et le statut. Me transforme socialement. Et en échange, je suis obligé d'être courageux. Oui. Vous allez au 2e régiment d'infanterie de marine, vous avez un grand cahier, vous avez le nom des 20 000 soldats, des 20 000 hommes qui sont morts dans ce régiment en portant la même tenue que vous quand vous arrivez. Mais tout ça, ça vous oblige. On parle de soldats professionnels qu'on envoie combattre au loin. J'étais au Rwanda en 1992. Il n'y a pas la moitié des gars que je commandais qui savaient que le Rwanda existait. Et on se demandait tous les jours ce qu'on foutait là. Mais on y allait parce que c'était notre éthique de soldats professionnels. Et donc tout ça, il faut des valeurs. Et bien il faut, ce que je disais tout à l'heure, aller au combat, c'est faire chose pas naturelle. Donc il faut être confiant, suffisamment confiant pour y aller. Donc ça se demande de la formation, ça demande plein de choses, des bons équipements, etc. Et en même temps, il faut être un peu obligé, et être obligé aussi, surtout socialement. C'est très émouvant de vous entendre, Amiral, sur ce que représente potentiellement ou parfois réellement le sacrifice tel que vous l'avez observé, y compris chez des proches. Mais écoutez, quand on revient à la guerre du futur, c'est toujours ces robots. Là, on est Poutine a affronté, dialogué en quelque sorte avec un de ces robots qui remplacerait en tout cas une partie des sacrifices humains des guerres précédentes. Je m'appelle Greff. Je suis le premier robot humanoïde russe doté d'une intelligence artificielle. Cela signifie que je ne suis pas simplement un programme sur un écran, mais l'incarnation physique d'une technologie.
Je voulais vous montrer ma dernière danse que j'ai apprise de mes créateurs, sur mon morceau préféré. C'est très beau. Cher Vladimir Vladimirovitch, merci de votre attention. Je vous invite à visiter notre exposition. Je vous attendrai sur mon stand. Cela. Là, il y a un choc des générations. Poutine, c'est le très- colonel des KGB des années 50 avec le robot des années 2100. Oui. C'est très marrant parce que le robot est chinois, il est absolument pas russe. Il n'y a aucun élément composant électronique russe qui est dans ce robot. C'est le même robot chinois que vous avez montré en rang, donc seulement il est estampillé russe. Et d'ailleurs, un autre robot russe il y a 3 jours qui s'appelle Idol. Ils ont essayé de le faire, il est tombé. En fait, c'était une catastrophe. Tout le monde a rigolé sur. Alors, regardez, c'est celui-là, là, c'est ce robot-là qui est tombé, qui a fait. Parfois, ça marche moins bien, hein, Voilà. effectivement. Voilà. D'ailleurs, lui, il ressemble beaucoup à Poutine, à sa façon de se déplacer. Voilà, ça c'est russe. Voilà. Alors c'est marrant parce que vous en riez en même temps pendant toute l'émission. On dit oh là là, oulala, faut avoir peur des Russes, comme le général Mondon dit, comme quoi on est toujours dans ce paradoxe. Non, non, hein. On n'a pas c'est l'impression. forcément une Mais c'est les paradoxe. deux, hein. C'est les deux, on peut avoir les deux. Hein. Ils ne sont pas aussi performants, mais ils ont montré aussi que, par exemple, les stocks d'armes qui datent même avant de la guerre froide et des années 50 et 60 peuvent être très menaçants. On n'a pas forcément besoin des robots pour ça.